Le président est-il un film ambigu sur la dictature? C'est la question qui oppose Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Le président, c'est un film de Mohsen Mahmalbaf, cinéaste iranien, qui a fait pas mal de films dans sa vie, qui revient là, avec un film dont on a pu lire, effectivement, enfin dont j'ai pu lire dans certains articles qu'il était ambigu dans la représentation qu'il donne de la dictature. Vous lisez pas les bons journaux, c'est pour ça. Sans doute, mais de toute façon, il n'y a que l'Obs comme bon journal. Non, le président, ça raconte donc l'histoire d'un. Ça a été tourné en Géorgie. Ça se passe dans un pays imaginaire du Caucase. C'est vraiment traité sur le mode du conte. Ça raconte l'histoire d'un dictateur, enfin d'un président qui vraisemblablement a été élu dans des conditions un peu troubles, qui a exercé son pouvoir pendant longtemps. Et puis il y a la révolution. Le pays bascule dans une guerre civile absolument abominable et ce président donc, fuit à travers son pays avec son petit-fils et constate l'état dans lequel se trouve son pays alors que sa tête est mise à prix pour $1 million et qu'il est obligé de se déguiser et tout ça. Voilà. Et c'est un film qui est assez intéressant là-dessus, parce que évidemment ça rappelle tout ce qui s'est passé dans les. D'abord en Iran, ça c'est quelque chose que Mahmalbaf a vu de très près, c'est-à-dire la chute du Shah. Et puis ça rappelle aussi des événements beaucoup plus proches qui sont toutes les révolutions arabes qui ont mal tourné. Ça rappelle la chute de Ben Ali, ça rappelle. Ouais, mais alors ça, le chaos qui a suivi je vous interromps parce que moi, la destitution de Kadhafi. Quand vous avez un film qui se passe dans un pays qui ressemble à la Géorgie, où les acteurs parlent géorgien, avec sur les murs des mots cyrilliques, par exemple Shkola, l'école, etc. Oui, et qu'il n'y a aucune référence à l'islam aux pays arabes, je ne vois pas où est le parallèle avec les pays arabes. Moi, je pense plus à la fuite, par exemple, de Ceausescu. D'ailleurs, au début, il part en voiture, en limousine. Et comme la voiture de Ceausescu, elle tombe en panne, ensuite il va finir en mobilette, ensuite il va finir à pied pour bien montrer la déchéance. Très bien, mais moi, à aucun moment, je pense aux révolutions arabes, ou alors... Il y a des révolutions depuis des siècles dans tous les pays. Ce sont les révolutions les plus récentes, voilà. Et puis... à ce moment-là, il faut mettre des clins d'œil à ces pays-là, qui sont des pays musulmans. Je suis désolé, là vous voyez un pays chrétien. C'était pas des dictatures musulmanes, donc. Qui s'appuyait sur l'islam. L'Iran, l'Iran des ayatollahs, ça s'appuie un petit peu sur l'islam quand même. L'Iran, oui, mais non, mais. Et lui est iranien, donc c'est un peu ça. Il y a des scènes au début qui montrent cette limousine qui traverse les rues où ça commence à être le chaos et on voit qu'il y a des portraits partout du dictateur, tout ça, exactement comme dans la Syrie de Bachar ou comme en Libye. Enfin, voilà, c'est un peu. Mais en tout cas, c'est un film qui a une actualité, qui traite quelque chose sur le mode du conte. Mais le terme d'ambiguïté, c'est moi je vois à aucun moment dans ce film une quelconque sympathie pour le régime qu'a représenté ce dictateur en fuite. Mais à aucun moment, il n'a pas une phrase dans sa bouche où il donne l'impression de regretter ce qu'il a fait. Donc c'est un monstre du début à la fin. La seule part d'innocence qu'il y a dans ce film, c'est effectivement son petit. Mais oui, mais Hitler était sûrement un bon dresseur de chiens, si vous voulez. C'est pas la question. C'est un être humain justement. Il faut pas faire des êtres humains, des êtres surhumains, surnaturels. À mon avis, c'est l'erreur à ne pas faire. Ce sont des monstres humains, trop humains. C'est bien ça le problème. Donc ils ont le droit d'avoir des relations avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs maîtresses, qui sont tout à fait acceptables. Le problème n'est pas là. Le problème est politique, ce qu'ils font à leur peuple. Or, à aucun moment, ils ne regrettent ça. Jusqu'au bout, on voit que c'est un monstre absolu. Et la part d'innocent dans le film, c'est son petit-fils. Et justement, ça ne fonctionne pas. Parce que son petit-fils a 5 ans, il ne sait même pas ce qu'est un mort. Donc, au bout de 3 conversations, on s'ennuie. Donc, on leur fait avoir des aventures avec justement des parties du peuple qu'il a opprimé, une prostituée, un barbier, des chanteurs de rue, et il se rend compte de tous les méfaits qu'il a accomplis au fur et à mesure qu'il y a les témoignages de ces gens-là. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Et encore une fois, c'est pas parce que on dénonce ce qui se passe après la chute d'un tyran, c'est-à-dire une révolution qui peut être sanglante comme en France avec la terreur, c'est pas parce que vous dites que la terreur, par exemple, a été nécessaire pour sauver le pays des invasions étrangères que vous regrettez la monarchie. De la même façon, c'est pas parce que vous constatez qu'il y a de la violence après la chute d'un tyran que vous dites finalement c'était mieux avant. Il faut avoir l'esprit mal tourné ou tordu pour penser ça. Bon, on est à peu près d'accord là-dessus. Non, mais je pense pas que le film soit ambigu. Je pense en revanche qu'il est assez ambivalent, c'est-à-dire qu'il dénonce il est très très sombre au fond, même s'il y a une forme d'humour aussi qui traverse le film. Il est très très sombre et il montre bien que la révolution se transforme en un cauchemar et que vraisemblablement, si c'est un cauchemar, c'est parce que les
les conditions, enfin, ce sont des conséquences de la dictature qui précède, et donc il n'y a pas du tout d'angélisme, ni sur un peuple qui serait naturellement bon et qui, une fois libéré du carcan du tyran, parviendrait à un bel état démocratique, ni d'angélisme, évidemment, sur la manière dont ce type a exercé le pouvoir. Après, là où il est intéressant, c'est que effectivement, le dictateur, le président en fuite, se rend compte très progressivement, et c'est là qu'il a une vraie humanité, et c'est là que le film est assez complexe, se rend compte très progressivement de ce qu'il a fait. Des choses qu'il ne réalisait pas parce qu'il était enfermé dans son palais, et dont peut-être il n'était pas peut-être même pas vraiment au courant. Enfin, c'est là où il y a un problème. L'acteur Misha Gomiashvili est absolument formidable, mais le problème, c'est le décor général. C'est-à-dire que tout ce qui est fait référence à la dictature, c'est caricatural. C'est des décors clinquants, bling-bling. Les soldats révolutionnaires, ils ont des tronches de soldats très méchants. Parce que les dictateurs n'ont pas des palais bling-bling. Mais non, mais pas à ce point-là. Non, mais on fait du cinéma à un moment donné. C'est soit un conte, soit c'est du réalisme, soit c'est du fantastique. Et là, il navigue en permanence entre les deux. On ne sait plus si la fuite dans la limousine est totalement invraisemblable et irréelle parce qu'il n'a pas les moyens d'en faire. Il y a une énergie, il y a un rythme. Ça donne des très belles images en même temps. Quand la limousine est entourée de moutons, ce sont des images de contes, de fables. Voilà. Oui, mais justement, mais après, il y a un vrai réalisme dans la violence, dans les gens qu'il a fait torturer, dans les témoignages des gens. Donc c'est ce mélange, je trouve, qui ne fonctionne pas très bien. Le président, pour moi, c'est Henri Verneuil avec Jean Gabin. Puis ça, je m'y attendais. Bon. C'était mieux avant. Enfin, ce télescopage fait quand même l'originalité du film.